Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabienne Davran, donc je viens du pôle Aerospace Valley, pôle de compétitivité sur l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués. Et par les systèmes embarqués, on trouve donc des croisements avec la thématique de l'e-santé, d'où ma présence ici aujourd'hui. Je suis également membre du PCN Transport, PCN Point de Contact National. Donc on est des personnes sur le territoire qui sont en charge de diffuser de l'info sur tout ce qui est financement européen. Il y a des PCN pour tout, il y a un PCN santé également, sachez-le. Voilà, donc pour ma présentation, je vais vous présenter les différentes sources de financement qui existent donc pour la e-santé à l'Europe. Donc à l'Europe, vous avez le gros programme cadre Horizon 2020, que je vais passer en revue. Vous avez également deux autres initiatives qui sont un peu périphériques au programme cadre, qui lui est très central. Vous avez la JTI IMI, qui est un partenariat en fait sur les médecines innovantes. Et vous avez aussi l'EIT Santé. Donc, vous avez ici sur cette planche en fait l'ensemble des dispositifs H2020 qui peuvent adresser donc la thématique de l'e-santé. Donc sur ce graphe en fait vous avez en vertical le taux de financement. Vous voyez que ça peut monter très haut puisque les financements européens peuvent aller jusqu'à 100%. Et ici en horizontal vous avez en fait ce qu'on appelle dans le langage l'échelle TRL, en fait l'échelle de classification de la maturité de la recherche, qui part en fait de la recherche fondamentale jusqu'à la mise sur le marché. Vous avez donc les différentes initiatives, les différents instruments qui sont positionnés donc à la fois en termes de TRL et en termes de taux de financement, avec encadrés en jaune les financements qui sont réservés aux PME et qui vont être présentés dans un deuxième temps par Céline Pers. Et sur le côté droit, vous avez le top-down et le bottom-up. Alors ça, c'est du jargon. Alors qu'est-ce qu'on appelle bottom-up? C'est en fait les sujets qui peuvent venir des écosystèmes. On propose son sujet et l'Europe a des guichets comme ça pour des sujets ouverts. Le top-down, c'est l'Europe qui édicte ses sujets, ses appels à projets. Et donc, il faut monter des projets qui répondent aux thématiques définies par l'Europe. Ici, la structure du programme Horizon 2020. Donc, c'est un très gros programme qui est basé sur 3 piliers principaux. On a un pilier 1 qui traite de tout ce qui est excellence scientifique, donc qui va plutôt adresser les chercheurs et le monde académique. Un pilier 2 où on retrouve des sujets pour la primauté industrielle, là où il faut que les sujets sur lesquels l'Europe doit s'organiser au niveau industrie. Et un troisième pilier qui adresse des défis sociétaux. Et la santé est donc un défi sociétal. Et ici, en horizontal, les programmes, je vous ai parlé tout à l'heure des programmes EIT, par exemple, on le retrouve ici au niveau de la structuration du programme. Donc, au niveau du programme, bon, là, c'est très dense, je vais aller assez vite. Donc, le programme de recherche Horizon 2020, c'est 77 milliards d'euros. Et c'est étalé sur 7 ans, donc 2014 et 2020. Donc, l'année prochaine, c'est la dernière année du programme. Mais il sera suivi d'un nouveau programme cadre qui durera aussi 7 ans. Par contre, on change la dénomination, on sera sous Horizon Europe. Mais on retrouvera donc ces gros programmes de financement. Les 3 piliers, j'en ai parlé. Les conditions d'éligibilité, l'échelle TRL, de la recherche fondamentale à la mise sur le marché, en fait, on couvre tout avec Horizon 2020. Si on a un projet qui est très amont, on va trouver des financements. Et idem, si on a un projet qui est très aval, très proche du marché, on trouvera aussi des guichets pour ce projet-là. C'est ouvert à tout le monde, Horizon 2020, qu'on soit une société, un chercheur, un individuel aussi. On peut tout à fait participer. On a des guichets donc spéciaux pour les PME. Programmation pluriannuelle, je vous l'ai dit, donc là, depuis 2014, on a des programmations au rythme de 2 par an, une programmation bisannuelle, on arrive à la fin du programme. Et les taux de financement, on est sur de la subvention, on n'est pas d'avance remboursable sur H2020, tout est en subvention, avec des taux de financement qui varient de 70 à 100% des coûts. Ce que j'appelais time to grant, c'est le moment où on candidate, et si on gagne, le moment où on démarre le projet, on est à 8 mois. 5 mois pour l'évaluation, 3 mois pour la contractualisation. Voilà. Et il n'y a pas d'obligation de fonds propres. Si certains d'entre vous connaissent les financements nationaux ou régionaux où il est obligatoire d'avoir 1 euro de fonds propres pour 1 euro de sub, à la Commission européenne, ça ne marche pas comme ça. On a des obligations de moyens, mais pas de conditions de fonds propres.
Alors, il y a plusieurs types de projets en fait d'H2020. On va trouver des projets collaboratifs. Et les projets collaboratifs sont des projets de 3 types. Donc, ce sont des projets qu'on fait à plusieurs, en fait, à plusieurs partenaires de plusieurs pays. Et l'Europe, quand elle finance des projets, elle oblige à une certaine collaboration entre pays. Donc, il est obligatoire sur ces projets collaboratifs d'avoir un consortium minimal de 3 entités différentes de 3 pays membres de l'Union. Voilà. Donc, dans ces projets collaboratifs, ils sont de 3 types. Il y a des projets qu'on appelle des Research and Innovation Action, des projets qu'on appelle des Innovation Action. Donc, on a enlevé le terme de Research. C'est des types de projets qui sont plus près du marché, qui sont moins, où la recherche est moins fondamentale. Et après, on a des projets type Coordination Support Action, qui sont en fait des projets de mise en réseau d'acteurs. Tous les topics de ces projets collaboratifs sont définis dans le programme que je vous ai présenté auparavant, donc des 3 piliers. Voilà. Et au niveau des taux de financement, sur les projets dits de RIA, Research and Innovation Action, tout le monde est financé à 100%. Pour les projets de IA, les entreprises, les entités dites for profit sont financées à 70%. Les académiques, que ce soit des universités ou des labos, donc des entités dites non-profit, ça peut être des assos aussi, des associations, eux sont financés à 100%, qu'on soit sur une Research and Innovation Action ou une Innovation Action. Et il y a aussi un surcoût qu'on rajoute au financement qui est de 25% au titre des frais de structure. Donc vous voyez des financements extrêmement intéressants. Voilà, là je vous ai mis, je ne vais pas rentrer en détail parce que j'ai 25 petites minutes pour présenter, donc c'est trop court, mais vous aurez accès aux présentations ensuite. Vous avez là ce qu'on trouve dans les différents types de projets collaboratifs, les types d'activités qu'on peut financer à travers ces projets. Il y a d'autres outils qui existent. Alors là, ça va intéresser, je ne sais pas si dans la salle nous avons des structures publiques, des entités publiques, mais ça peut les intéresser. C'est des outils que l'Europe a mis en place pour développer l'achat public d'innovation pour les hôpitaux, par exemple, ou les entités, bon, donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur la santé, avec ce qu'on appelle des pre-commercial procurement et des Public Procurement of Innovative Solutions. Donc là, c'est aussi des projets collaboratifs, mais qui sont plutôt réalisés par des entités publiques, des collectivités, qui vont se grouper, toujours à l'échelle européenne, pour faire un achat commun d'innovation sur certains domaines. Donc le PCP, c'est pour acheter, pour permettre le développement d'une solution innovante qui n'existe pas encore, mais dont il y a un besoin. Et le deuxième, le PPI, c'est un achat de solutions innovantes, mais qui est déjà commercialisé. Alors, sur la santé, donc là, je me suis inspirée, puisque je ne suis pas spécialiste de santé, je me suis inspirée d'une présentation qu'a réalisée le PCN Santé, donc mon homologue sur le domaine de la santé, donc à une journée qui a été organisée à Toulouse en mai, qui a présenté en fait le point de vue européen sur le défi santé, évolution démographique et bien-être. Donc, 4 défis définis en santé à l'échelle européenne, donc le coût croissant des soins de santé du fait des maladies chroniques et du vieillissement de la population, pour le premier défi, l'impact des facteurs environnementaux, dont le changement climatique sur la santé, le spectre des maladies infectieuses et l'inégalité en santé dans l'accès aux soins, avec 6 objectifs qui découlent de ces 4 défis, donc l'intégration de la médecine personnalisée, le combat des maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne, le défi aussi des maladies chroniques, le rôle de l'environnement, décoder le rôle de l'environnement sur la santé, les moyens de prévenir son impact, exploiter les TIC, donc là on est vraiment dans l'e-santé, pour améliorer l'innovation dans les soins et la santé, également renforcer l'innovation de manière générale dans le secteur de la santé. Donc là vous avez finalement le contexte santé vue par les autorités européennes et donc dont vont découler des sources de financement. Voilà, la structure du programme de travail donc, qui est actuellement en cours, donc 2018-2020 sur Horizon 2020. Vous avez donc 3 types de calls, ils sont gérés par des directions générales différentes. Le call 1 sur le Better Health and Care, etc., c'est la DG Recherche. DG RTD, c'est la DG Recherche donc à la Commission européenne qui gère ce call et avec un budget de 500 millions d'euros pour 2020.
Les deux autres calls, donc call sur la transformation digitale en santé et en soins et les solutions digitales et tout ce qui tourne autour de la cybersécurité dans les systèmes de santé, ces deux topics, ces deux calls sont gérés par la DG Connect, qui est en fait la DG qui gère tous les TIC, en fait, les systèmes de communication et d'information. Alors, je vous ai fait ici un petit screening de l'ensemble des calls que j'ai trouvés actuellement ouverts dans le programme Horizon 2020, qui peuvent, je pense, concerner les acteurs de la e-santé. Donc, les calls, vous voyez qu'ils ont des ouvertures et des clôtures différentes, donc il faut faire très attention à ça. Parce que l'école européenne, ça marche comme ça, c'est-à-dire que vous avez une date de lancement de l'appel et il faut s'organiser pour déposer les projets dans un temps imparti. Et comme on voit le premier call, la date de clôture, c'est le 13 novembre. Et là, voilà, il faut vraiment être à l'heure, sans quoi votre projet, il est plus évalué à Bruxelles. Donc, deux topics ici sur tout ce qui est coordination et support. Bon, alors, je vais peut-être pas les passer en détail parce que j'ai pas assez de temps non plus. Mais encore une fois, vous retrouverez ça sur les planches. Voilà, donc le deuxième topic, un support pour une roadmap d'interopérabilité sur la e-santé européenne pour le déploiement. Ensuite, toute une série de topics ici avec, vous voyez, des RIA, ou des CSA, des PCP. Donc ça, l'acronyme, vous trouvez la signification dans ce que je viens de vous présenter. RIA, Research and Innovation Action. CSA, c'est plutôt une Coordination and Support Action. Donc c'est des projets en fait de typologies différentes, mais voilà, qui peuvent vous intéresser. Donc c'est le deuxième lot ici. Clôture en avril 2020. Donc là, c'est un peu plus, ça vous laisse un peu plus de temps pour vous organiser. Ça, c'est un des intérêts aussi de ces financements européens, c'est qu'on sait à l'avance sur les 2 ans qui arrivent, on connaît la programmation d'école. Et donc, voilà, ça permet de mieux s'organiser. Voilà, encore ici, un nouveau lot de calls. Alors, plutôt sur tout ce qui est données de santé, outils pour le diagnostic, voilà, la recherche aussi, tout ce qui est et le cloud aussi, pour une recherche innovante, plutôt les données, on va dire, voilà, donc ça c'est pareil, ça clôture en avril l'année prochaine. Un call également sur le scaling et le transfert de solutions innovantes pour des outils digitaux. Quand je mets INCO USA, vous le voyez sur les topics, c'est que là, l'Europe ouvre la collaboration avec les pays non européens. Et là, en l'occurrence, pour ces topics-là, il est demandé par l'Europe de collaborer avec des entités américaines, nord-américaines. Voilà. Normalement, les financements européens, c'est pour les Européens, donc c'est tous les pays de l'Union. Il y a certains pays qui sont également éligibles au financement européen, qu'on appelle des associated countries, qui ne sont pas européens, mais dont l'État finance ces programmes cadres, et donc en échange, les entités ont droit à toucher des subventions européennes comme les Européens. Il y en a un certain nombre, je pense par exemple à Israël, la Turquie, la Norvège ou la Suisse, sont des pays associés à Horizon 2020. Et parfois, donc, il y a des sujets où la collaboration internationale est demandée. Donc là, en l'occurrence, c'est les USA. Je crois qu'il y a aussi un topic avec le Japon. Je voulais vous parler aussi d'un deuxième programme qui s'appelle le Fast Track to Innovation. Donc ça, c'est un outil spécifique pour financer le déploiement industriel des innovations. Donc ça, c'est pour les projets, les innovations qui ont atteint un TRL 6, c'est-à-dire un TRL de prototype, voilà, qui ont déjà bien avancé en termes de recherche. Et c'est pour financer le déploiement industriel, l'industrialisation des innovations. Donc un passage d'un TRL 6 à un TRL 9. Donc là, c'est justement du bottom-up, c'est-à-dire que ça, c'est un guichet où il n'y a pas de topic prescrit, comme ce qu'on vient de voir là. Là, c'est vous qui arrivez avec votre projet, votre consortium, et vous candidatez à l'Europe, moyennant bien sûr une réponse à tous les critères demandés. Donc il faut être minimum 3, maximum 5 là-dessus. Pour les autres projets, les collaboratifs ou les projets collaboratifs,
Le minimum, c'est 3. En réalité, quand on a des projets qui font plusieurs millions d'euros, on ne s'arrête pas à 3 partenaires. La typologie des consortiums de projets collaboratifs européens, c'est plus entre 5 et 10 partenaires que 3. 3, c'est un minimum légal, on va dire. Alors que là, sur ce programme-là, comme on est sur du financement très aval pour lancer l'innovation sur le marché, à ce moment-là, on est sur des consortiums plus réduits, donc de minimum 3, maximum 5. C'est plutôt pour les industries, pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement pour les grands groupes, ça peut être aussi pour des ETI ou des PME. Et il faut qu'elles soient majoritaires dans le projet. Cette majorité peut s'exercer de 2 façons, soit en nombre. Il faut qu'il y ait un certain minimum de nombre d'entreprises dans le consortium, soit, d'ailleurs je ne sais pas si c'est indiqué dans ma planche, c'est peut-être un oubli, soit en termes de budget, oui voilà, minimum 60% du budget. Donc c'est vraiment fait, ce type de projet, pour l'industrie. Et les modalités, c'est du financement à 70%. Il y a un budget de 100 millions par an qui est réservé par l'Europe pour ce guichet-là. On est sur des projets qui ont des volumes de maximal de 3 millions d'euros, sachant qu'en moyenne, on voit des projets de 1 à 2 millions d'euros. Le time to grant, il est raccourci, parce qu'on sait qu'il y a une question stratégique de mise sur le marché. On ne peut pas perdre du temps pour être toujours compétitif. Donc là, on est sur du time to grant de 6 mois. Et ce sont des projets qui font maximum 2 ans. Et ce qui est intéressant sur ce fast track, c'est que vous avez 4 dates de candidature par an. Donc ce qu'on appelle des cut-off dans le jargon. Non, 3 dates de soumission par an, donc 3 cut-off, possibilité de candidater à 3 reprises dans l'année. Sachant que la prochaine, vous voyez sur le calendrier, c'est le 22 octobre. Mais sachez que là, je n'ai pas fait apparaître sur les planches le calendrier 2020, parce que ce n'est pas encore, mais vous aurez la même rythmicité pour l'année 2020. Au niveau de l'évaluation, vous avez les critères classiques d'un projet européen, sachant que les critères classiques d'un projet européen, c'est l'excellence, donc le côté le progrès au-delà de l'état de l'art, l'excellence scientifique de l'innovation, l'implémentation, la mise en œuvre, la façon dont on va gérer le projet, le work plan, les livrables, les jalons, et l'impact. Et l'impact, c'est très important sur le fast track, parce que l'Europe, elle finance des projets qui visent une mise sur le marché, mais qui vont rencontrer un marché. Donc quand l'Europe parle d'impact, elle parle d'impact en termes économiques, business plan. Donc il faut démontrer dans ces projets quel est le marché qu'on vise, qui va nous acheter l'innovation, et voilà. Donc il faut montrer qu'il y a des acheteurs au bout. Même si rien n'a été engagé, mais on vise un certain marché. Donc c'est pour ça que dans ces projets-là, il faut inclure des business plans détaillés avec un plan d'exploitation et de commercialisation pour chacun des participants du projet. Et faire très attention à la propriété intellectuelle, donc la capacité qu'on a de freedom to operate, c'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs du projet soient en pleine possession de leurs droits de propriété à utiliser donc les résultats du projet. Et ensuite des programmes, et ça sera je crois à la fin de ma présentation après. Je sais pas, vous me dites si je suis un peu en retard. Non, il restera l'EIT aussi. Je suis juste là. Donc ça c'est d'autres programmes, et vous en avez un ici, vous voyez, IMI en bas. C'est pour votre secteur à vous, pour la médecine. C'est des programmes qui sont plutôt pilotés par les industriels. C'est des partenariats publics-privés, c'est-à-dire que l'Europe finance une partie de ces programmes, mais les privés, qui sont des industriels, mais pas que, qui peuvent être aussi des laboratoires de recherche ou des académiques, financent aussi une partie de ces programmes. Et ils lancent des appels, comme celui-là, qui est donc la Joint Technology Initiative IMI, qui est l'entreprise commune, donc Innovative Medicine Initiative, qui lance des appels pour le développement des médicaments innovants. Pour le coup, là, c'est plutôt pour les acteurs de l'industrie pharmaceutique. Donc là aussi, il y a des calls. Il y a un call le prochain call, alors voilà, il a dû paraître le 26 juin 2019. Donc pour ceux que ça intéresse, vous aurez mes coordonnées. Je pourrai également vous donner des liens vers les appels de ce programme. Voilà, il y a ces 2 appels que j'ai trouvés là pour la clôture. C'est en fait, là il y a un petit bug dans ma planche parce qu'il ne peut pas être ouvert et clos en même temps. Mais bon, je vous renseignerai sur tout ça. Là, le but, c'est de vous donner un petit panorama
de tous les financements européens qui existent pour la santé. Et pour finir, donc, le dernier programme, c'est l'EIT. L'EIT, c'est l'Institut européen d'innovation et de technologie. Donc, c'est un organe qui est périphérique à la Commission. C'est un peu comme un organe qui fonctionne en propre et qui est là pour aussi financer l'innovation. Donc, on a plusieurs EIT, programmes EIT qui tournent. Il y en a sur le climat, sur le digital, et il y en a un sur la santé. Le but étant, donc très génériquement, d'améliorer la qualité de vie des citoyens européens et la durabilité des systèmes de santé et de sécurité sociale. Donc ces programmes-là sont aussi des sources de financement pour les projets, notamment les projets de PME. Voilà, donc ça s'adresse particulièrement aux startups, aux PME innovantes à fort potentiel. Voilà, et donc c'est piloté aussi par l'industrie, piloté par l'industrie européenne principalement. Voilà, vous avez les modèles de financement qui sont un peu variables. Il y a eu un call qui a clôturé celui-là le 28 juin, mais il y a des appels récurrents sur ces programmes. Donc là aussi, vous avez les liens vers le programme et je vous invite à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Chez Aerospace Valley, on a un service qui est dédié à l'Europe, pour nos adhérents. Donc on fait tout un tas d'actions on fait de la veille sur les appels à projets européens par rapport aux acteurs de nos filières. Voir un petit peu ce qui sort en termes d'appels à projets, de sources de financement. On donne du conseil, on oriente aussi sur la stratégie, quel est le meilleur guichet pour le projet, en fait, parce qu'il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. On délivre de l'info générale, on fait du diagnostic personnalisé. Est-ce que vous êtes mûr par rapport à ce que vous voulez développer? Est-ce que vraiment l'Europe c'est un bon guichet ou est-ce qu'il vaut mieux rester, parfois il vaut mieux rester en local ou même parfois en autofinancement quand on peut, ou alors en local, en régional. Donc il y a une réflexion à avoir là-dessus. On accompagne au montage également. On aide à la recherche de partenaires en Europe, parce que ça, c'est souvent un frein pour les entités qui n'ont jamais monté de projet européen. Elles se disent comment je vais trouver mes partenaires en Europe. Donc sachez que nous sommes là aussi pour vous aider sur ces aspects-là. Et on fait aussi la relecture de vos propositions, parce que là aussi, il faut être très compliant avec ce qu'attend l'Europe. Il faut respecter les templates, il faut avoir un certain jargon, des mots-clés. Donc on a aussi un œil là-dessus. Voilà, je vous ai mis ici tous les liens utiles en fait pour toutes les informations que je vous ai données, les références pour trouver les infos sur le programme Horizon 2020 Santé. Le portail, le Funding and Tenders Portal, c'est une salle, c'est la Bible, il faut vraiment y aller, c'est là que vous trouvez tous les appels à projets, même ceux d'IMI par exemple, ils sont publiés là-dessus. Voilà, IMI, le site d'IMI, le site de la EIT Santé, les coordonnées du PCN France, PCN Santé, c'est aussi votre accompagnant là-dessus, sur ces affaires européennes. Et également une personne au ministère de la Santé, je crois, qui est aussi référent sur ces affaires européennes. J'en ai terminé. Alors, je suis Céline Pers de la CCI Occitanie. Nous sommes membres avec l'Agence de développement économique ad hoc du réseau Entreprises Europe, qui est un réseau qui a été mis en place par la Commission européenne en 2008 pour accompagner les entreprises sur les projets européens, que ce soit de la subvention, du partenariat ou des conseils personnalisés. Alors, je reprends le petit schéma que vous a montré Fabienne tout à l'heure sur la synthèse des dispositifs H2020. Et moi, je vais vous présenter cette partie-là. Instrument PME, EIC Accelerator. Donc l'instrument PME a été mis en place en 2014. Il y a des modifications en cours. On est en train de mettre en place des programmes pilotes. Donc en l'occurrence l'EIC Accelerator pilote sur la partie bottom-up. Je ne reviens pas sur les définitions qui ont été présentées par Fabienne. On est sur du projet qui est poussé par les entreprises sans restriction de sujet. Alors, l'EIC Accelerator pilote, autrefois appelé SME Instrument, ça s'adresse à des PME qui portent des projets d'innovation individuels. On n'est pas sur une contrainte de consortium, on n'est pas sur une contrainte de projet collaboratif. Ce sont des PME qui ont un fort potentiel de croissance, qui sont à la limite de basculer sur ce qu'on appelle le terme scale-up, basculer en terme scale-up, établis dans un État membre ou État associé. Et en fait, l'objectif, c'est de déployer une innovation, qu'elle soit technologique ou non technologique, avec une mise sur le marché à très court terme. Conditions d'éligibilité, Fabienne vous a parlé des TRL tout à l'heure. On est entre le TRL 6 et 9, donc on est beaucoup plus en aval dans la chaîne de maturité technologique.
La durée des projets doit être comprise entre 12 et 24 mois. On revient sur cette notion de projet très court, puisque besoin de mise sur le marché à très court terme. Des modalités de financement encore attractives, puisqu'on a une possibilité de subvention ou de blended finance, donc c'est un mix entre de la subvention et des prises de participation d'actionnaires. C'est un appel qui est ouvert toute l'année. De la même manière que pour le Fast Track to Innovation, on a plusieurs dates de soumission au cours de l'année. Et là, en l'occurrence, on a une dernière date qui arrive le 9 octobre pour la phase 2. Je vais vous expliquer après ce que c'est, phase 1, 2, 3. On a plusieurs phases dans ce dispositif. Et ensuite, il y aura 4 dates de dépôt possibles pour 2020. À partir de 2021, on verra comment ce dispositif pilote est repris, puisqu'on rentre sur une nouvelle programmation et on va se servir des résultats de cet outil pilote pour voir s'il faut encore le remanier ou le maintenir comme ça pour la prochaine programmation européenne. Donc, ce que je vous expliquais, on a en fait plusieurs phases dans ce dispositif, sachant qu'il faut rentrer donc avec un minimum de maturité technologique, le prototype, TRL 6. On a la phase 1, phase 2, phase 3. Une entreprise, PME, je l'ai dit au départ, peut candidater directement en phase 1 ou en phase 2. La phase 1 étant réservée en fait à tout ce qui est faisabilité, préparation du business plan. Phase 2, on rentre dans le dur du projet R&D. Phase 3, on est sur la commercialisation. La durée de la phase 1, c'est 6 mois. Attention, cette phase 1 existait jusqu'à présent, elle va disparaître. Donc je le mets dans la slide suivante. La dernière possibilité de candidater en phase 1, c'est le 5 septembre 2019. Ensuite, il n'y aura plus de phase 1. Ce sera directement un accès en phase 2 sur un projet qui a une maturité avancée. Subvention, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une subvention de l'ordre de 70%. Pour la phase 1, on est sur un montant forfaitaire de 50 000 €. Vous avez la possibilité d'associer les services de coaching, c'est-à-dire d'accompagnement par des experts, qui sont montés par le biais du réseau Entreprise Europe. On vous met en relation avec ces experts, on aide à caractériser votre projet et vos besoins. Philippe fera un petit témoignage là-dessus tout à l'heure. Et sinon, ensuite, vous pouvez rentrer donc directement en phase 2. Là, le projet doit durer entre 12 et 24 mois, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. On est sur un montant maximum de projet de l'ordre de 2,5 millions, avec donc 2 types de possibilités de financement. Un coaching un peu plus conséquent, puisqu'on est sur un projet un petit peu plus long, et avec un dossier, alors ça j'y reviendrai après, qui est un petit peu plus conséquent également à monter, à rédiger. Je passe pour ça. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Phase 1 disparaît. Le dernier cut-off, c'est le 5 septembre 2019. Et à partir de là, on ne sera plus que sur une phase 2 et une phase 3. Alors, le dossier de candidature, c'est quoi? En gros, c'est un business plan stratégique. Si vous avez déjà fait l'exercice de pitcher devant des investisseurs, c'est exactement la même chose, c'est la même logique. Ce n'est pas un dossier qui est axé sur la R&D. Bien sûr, il y a une composante technique, vous allez présenter votre recherche, en quoi vous êtes innovant, mais vous devez plancher essentiellement sur le business plan et démontrer que votre projet est viable économiquement et qu'il répond à un besoin bien clair du marché qui a été énoncé. C'est un dossier qui se rédige en anglais, on ne l'a pas dit au départ, je ne pense pas. Alors, tout ce qui est européen, le dossier c'est en anglais. Voilà, je le précise quand même parce que... Oui, une langue officielle. Mais pourquoi en anglais? Tout simplement parce que ce sont des dossiers qui vont être évalués par des experts qui viennent de l'ensemble de la communauté européenne. Donc il fallait bien trouver une langue commune et en l'occurrence c'est l'anglais. 3 critères d'évaluation sur ces dossiers: l'excellence du projet, l'impact et la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre de votre projet. Sachant qu'on est noté sur 15, 3 critères sur 5, qu'il y a un seuil minimum à atteindre pour être finançable. Ça ne veut pas dire financé. Finançable, c'est que vous avez un dossier qui est éligible à du financement, mais c'est ni plus ni moins un concours d'excellence, ce qui fait que si vous avez des dossiers qui sont meilleurs que vous, vous serez finançable mais pas financé. Vous pourrez par contre bénéficier d'un label qui s'appelle le Seal of Excellence. Et vous devez avoir un minimum de 4 sur 5 par critère. Autrement dit, si vous avez 5 au critère excellence, 5 au critère impact et seulement 3 à qualité, efficacité et la mise en œuvre, votre projet ne sera pas finançable.
Alors, jusqu'à maintenant, sur les semi-instruments, on avait des critères qui étaient pondérés. À partir d'octobre 2019, donc la première date où on a cet outil, ce dispositif qui est remanié, tous les critères sont pondérés de la même manière. Chaque critère compte pour un tiers de la note finale. Donc voilà globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez les planches et puis vous pourrez en rediscuter avec nous, vous aurez nos coordonnées. Les éléments qui rentrent en compte dans le critère impact, critère excellence et ce qu'on appelle la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Bon, critère impact, on s'en doute, Fabienne l'a soulevé tout à l'heure. Critère excellence, ça doit vous parler quand on fait l'innovation. En général, c'est quelque chose que l'on a en tête. Le critère qualité et efficacité de la mise en œuvre, attention, il est souvent sous-estimé, bâclé, et on peut avoir des écueils là-dessus. Les formulaires ont été modifiés en juin 2019. Je le précise pour ceux qui auraient éventuellement candidaté à de l'SMI Instrument avant et qui voudraient utiliser les mêmes formulaires. Il y a des légères modifications sur ces formulaires, donc il faut en tenir compte. On les trouve en ligne sur les sites officiels du portail du participant. Vous devez, dans votre dossier de candidature, avoir des annexes. Annexe 1 qui touche à la sécurité et à l'éthique, qui est optionnelle, parce que ça dépend du sujet que vous allez présenter. Annexe 2, le CV des personnes impliquées dans le projet. On rejoint sur la mise en œuvre, la faisabilité du projet. Annexe 3, les lettres d'intention des partenaires, justification de la sous-traitance. Il y a possibilité de mettre de la sous-traitance en place dans votre projet, mais vous devez démontrer que c'est indispensable. Et ça ne doit pas dépasser un certain seuil. Si votre projet est majoritairement sous-traité, c'est qu'il y a un problème, c'est plus votre projet. Annexe 4, un fichier Excel avec tout ce qui est projection financière, classique. Annexe 5, le pitch que vous avez prévu à l'oral, si votre projet est sélectionné. Alors, important, vous allez devoir indiquer d'entrée de jeu le type de financement que vous allez solliciter. On parle de la phase 2. Vous vous souvenez le schéma avec les 3 phases? Donc, soit de la subvention, soit le blended finance. Sachant que si votre projet est compris entre TRL 6 et 8, on sera forcément sur de la subvention avec un maximum de 2,5 millions d'euros de subvention. Si vous êtes au-delà du TRL 8, vous ne pouvez pas solliciter la subvention seule, vous êtes obligé d'aller chercher un mix de financement. Voilà. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un plafond de 2,5 millions d'euros, je l'avais sur une slide précédente. Et pour les prises de participation, vous pouvez aller jusqu'à 15 millions d'euros. C'est non négligeable. Quand on voit ces montants aussi importants, on comprend que ce soit attractif, mais on comprend aussi pourquoi c'est aussi sélectif. C'est un concours. Allez, très rapidement, donc ce que je vous disais en préambule, nous sommes membres du réseau Entreprises Europe. Donc on peut vous accompagner, on a des services d'accompagnement. Nos services sont pris en charge intégralement par la Commission européenne. C'est quelque chose donc, qui pour vous apparaît gratuit, mais c'est ni plus ni moins une opération blanche. On vous accompagne globalement sur 3 types de services. L'aide sur l'identification de financements européens, les partenariats transnationaux et la réglementation. Nous avons une juriste européenne présente dans la salle, Émilie Vic. Donc si vous avez des questions de réglementation sur tout ce qui est dispositifs médicaux ou autres, n'hésitez pas à la consulter, elle pourra vous renseigner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les financements européens? Je rejoins Fabienne, on est sur des services qui sont à peu près équivalents. Donc, on va vous aider à faire une veille qualifiée des sujets qui peuvent être en adéquation avec vos projets. Donc, les fameux topics que Fabienne a listés tout à l'heure. On peut vous mettre en relation avec un coordinateur de projet. On peut vous aider à trouver des partenaires si vous êtes déjà coordinateur ou dans un petit noyau, un petit consortium et que vous avez besoin de la notion de transnationalité. Notre réseau est basé dans 65 pays. On a des homologues, donc on peut relayer l'information et trouver un partenaire pertinent. On va vous aider à rédiger, à relire. Alors, on ne fait pas le travail d'un consultant aux entreprises Europe. On ne va pas rédiger pour vous. On n'est pas financé par la Commission pour rédiger. Par contre, on va vous aider à vous donner des conseils sur le formalisme de rédaction et on vous donnera des conseils aussi à la relecture du projet. Et ça jusqu'au dépôt. À partir du moment où vous avez déposé, on peut vous aider sur la partie Grant Agreement avec la Commission, mais on s'arrêtera là. Et on peut, comme je vous l'expliquais, mettre en place un service de coaching
et des diagnostics de management de l'innovation, notamment sur les projets d'instruments PME, en l'occurrence EIC Accelerator à partir du mois de juin. Pour les partenariats, en fait, nous disposons d'une base de données qui a été mise en place en 2008, de partenariats, que ce soit du partenariat recherche, technologique, commercial. On peut soit donc faire une veille des profils en ligne et vous les faire suivre, soit, si vous voulez être plus proactif, créer votre profil de coopération et mettre en place votre profil sur cette base de données pour que vous soyez visible au niveau des 65 pays de l'Union européenne, ou peut-être à vous aussi de choisir certains secteurs géographiques. On n'a pas l'obligation de lancer votre profil sur 65 pays. On organise et on co-organise des conventions d'affaires sectorielles, avec bien sûr l'organisation, mais aussi le suivi de rendez-vous. On vous aide à aller jusqu'à la contractualisation. Et donc sur la partie réglementaire européenne, il y a notamment des conseils sur la TVA intracommunautaire, le marquage CE, et puis toute autre question qu'il peut y avoir sur les dispositifs médicaux, en l'occurrence, on en a pas mal. Les liens utiles, vous les aurez sur les slides, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez que sur ce site-là, vous avez une visibilité de tous les projets qui ont déjà été financés par la Commission européenne. Voilà, par pays, par montant, par typologie. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des petits conseils pour la rédaction de l'instrument PME EIC Accelerator. Voilà, donc mes coordonnées, elles sont là, coordonnées mail, coordonnées mobiles. J'ai également mis celles de mon homologue Christine Guidis qui travaille à l'agence de développement économique ADOC. Et voilà donc le lien de notre site internet. Si vous voulez aller faire un petit tour dessus, vous pourrez voir tous les événements organisés, les conventions d'affaires, les profils de coopération. Et idéalement, vous pouvez même demander à vous inscrire à notre newsletter et à recevoir des informations personnalisées. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer donc à cette petite réunion sur le financement européen. Bon, je vais vous dire très rapidement donc qui est cette société Nateo Healthcare, puisque donc nous avons bénéficié d'un financement européen SME H2020 phase 1. Donc rien de moins que l'intention de devenir le leader dans le suivi des grossesses à domicile. Donc il faut avoir, je pense, une ambition forte pour faire les dossiers européens. Et du coup, eh bien voilà, je vais flatter notre société avec tous ces atouts qui sont donc une solution qui est innovante, qui est brevetée, qui est originale, qui correspond à un besoin réel à la fois du milieu hospitalier qui diminue son nombre de lits obstétriques, mais également du parcours de soins pour le suivi de patientes à domicile, puisque aujourd'hui il n'existe pas de solution. C'est un marché qui est important et accessible. Une équipe MedTech de Nateo qui est complémentaire et entourée aussi de prestataires importants dans le domaine à la fois de l'industrie, dans le domaine du réglementaire, études cliniques, etc. Et puis un projet qui est solidifié par le fait que nous avons terminé notre phase de prototypage. Donc, nous avons également, nous sommes créateurs et porteurs donc, de ce savoir-faire des capteurs ultrasons dans cette technologie donc, de monitoring du fœtus avec une ceinture CTG pour suivre donc, le rythme cardiaque du fœtus, de la maman et les contractions utérines. Et puis l'intérêt qui est suscité aussi, l'attraction qui est suscitée par le projet, par un CHU qui a déjà les fonds pour acheter notre solution, également qui est prêt à faire les premières études cliniques, et puis également une région qui souhaite le déployer la solution à domicile. Et donc bon, j'attends dans les prochains jours également ce que l'on va pouvoir faire avec la région Occitanie, et d'autres régions déjà se déclarent. C'est un sujet qui de préoccupation, je dirais, assez vaste. Et puis aussi, donc, Nateo, c'est également des valeurs qui sont déclinées autour de la santé du fœtus, du bien-être de la patiente et des économies de santé. Le contexte, c'est la grossesse à risque, donc c'est une personne sur 4 dans le monde, donc ça représente 35 millions de personnes, et on veut suivre les 90 derniers jours de la grossesse. Donc aujourd'hui, malheureusement, donc, deux solutions, c'est ou bien le suivi en hospitalisation prénatale de 3-4 jours, ou bien un suivi par des sages-femmes, mais là, même dans un pays comme la France, on ne suit que très peu de patientes pendant la durée de suivi qui est de 22 jours en moyenne, par manque de personnel, et donc on touche là les difficultés de zones qui sont mal couvertes, donc de déserts médicaux. La ceinture CTG mesure le bien-être fœtal et elle est en utilisation exclusive par un personnel de santé.
Il y a des pertes et confusions de rythme cardiaque qui sont fréquentes et pas de solution de suivi à domicile. L'hospitalisation prénatale donc, sont massives. En France, c'est 208 000 hospitalisations prénatales pour un peu moins de 800 000 naissances. Donc c'est massif et les professionnels de santé cherchent une solution à court terme puisqu'il y a à la fois une diminution des maternités, moins 66% sur 40 ans, mais également il y a un plan pour les 3 prochaines années de diminuer de 30% l'ensemble des lits d'obstétrique en milieu hospitalier. Alors, notre solution, c'est une ceinture abdominale multicapteur qui sont indépendants. Donc, clairement, notre CTG est à l'aviation ce que le pilotage automatique donc, est aux avions. Donc, on va pouvoir avoir une détection du cœur du fœtus de manière automatique, éventuellement réinitialiser la recherche si le fœtus décide de bouger. Et en 30 minutes de capture de tracé, en général, le fœtus a envie de bouger. Dans les 2 tiers des cas, il bouge et il faut reprendre un tracé. Alors, quand on est en salle d'accouchement, malheureusement, là, on a un peu moins de temps, il faut passer aux choses sérieuses, et donc, du coup, parfois, on fait sans information, et donc, c'est ce qu'on se propose, dans un premier temps, de solutionner comme problème à l'hôpital, et puis ensuite de faire une solution qui est pratique d'usage et qui est connectée, de sorte que l'on puisse faire, avec une plateforme de télésuivi, un suivi de patientes à domicile. Et puis, dans le futur, des nouveaux modes de monitoring pourront être faits par simple update du software, puisque nos capteurs vont permettre de capter beaucoup plus de choses que le simple rythme cardiaque du fœtus, ou rythme cardiaque maternel, ou contraction utérine. Alors, le marché, c'est 2 sortes de marchés, je vous en ai parlé. Donc, c'est un marché en milieu hospitalier et un marché qui est celui qui est à domicile, sur lequel il n'y a pas de concurrent. Donc, c'est bien sûr celui que l'on vise avec appétence, bien que le premier va nous servir à mettre le produit dans les mains des professionnels et de convaincre les key opinion leaders de notre solution. Notre équipe est Advisory Board, donc on a une équipe de 8 personnes avec un CTO à temps partagé et puis une équipe d'ingénieurs qui ont l'ensemble des compétences pour une medtech. Et avec Olivier, donc nous dirigeons la société avec un partage des eaux entre les services centraux, le back-office et puis la recherche des fonds et l'animation de l'équipe. Au niveau de notre advisory board, ce sont des actionnaires et il y a 2 obstétriciens, 2 spécialistes de l'ultrason qui est la technologie que l'on utilise. Donc c'est une technologie qui est existante sur laquelle on rajoute des surcouches d'intelligence artificielle. Et puis également des gens qui sont tout à fait spécialistes du business, dont le président du cluster numérique d'Occitanie, Claude Benchimol, qui était vice-président chez General Healthcare aux États-Unis sur l'imagerie médicale, et puis un CRO toulousain. Notre roadmap, c'est un lancement de 3 produits. Donc vous voyez dans notre roadmap, le prototype s'est accompli. On est en cours de réalisation de la pré-série et de la plateforme de télémédecine. Et puis un lancement d'un produit à la maternité, à domicile, et pour les femmes enceintes fortes, les Body Mass Index supérieurs à 40. Les principaux jalons, je viens de les mentionner, c'est juste pour dire voilà, que c'est dans ce jalon de prototypage que nous avons décidé de faire cette demande de subvention auprès de la Commission européenne. Et c'est la raison pour laquelle donc, il s'était approprié de faire la demande de la phase 1. C'est pour illustrer ce propos. Ensuite, quand on rentre dans la zone post-prototype, pré-série, études cliniques, etc., on est sur des TRL supérieurs à 6 et donc voilà, on peut rentrer dans la phase 2. Donc SME H2020 phase 1, je ne vais pas vous dire grand-chose puisque tout a été dit sur le sujet. Donc c'est la faisabilité technique et commerciale qui portant pour nous, en ce qui nous concerne, sur l'accès au marché. Du coup, est-ce que je suis passé trop vite? C'était la bonne slide. Oui. Voilà, donc pourquoi SME H2020 phase 1 pour une start-up?
Pour la nôtre, c'est un accompagnement qui a été totalement complémentaire à l'ensemble des accompagnements que nous avons eus par la région, l'État, Créalia, l'agence ADOC, la CCI, French Tech, French Tech Seed. Donc voilà, on a fait là des dossiers qui chaque fois étaient centrés sur la R&D, et avec H2020 SME, H2020 phase 1, nous avons pu identifier des choses qui étaient finançables, qui étaient d'ordre technique, comme par exemple le réglementaire, la stratégie réglementaire, les études cliniques et le market access. Ensuite, c'est l'accessibilité pour une entreprise seule. Donc là, ce qui me plaisait, c'était qu'on n'avait pas besoin de créer un consortium. Quand on est en plein cours de développement de son prototype, je ne sais pas si on a vraiment le temps, enfin ça dépend des équipes, mais disons que nous, on trouvait que c'était déjà très exigeant de faire le dossier, et du coup, animer un dossier avec un consortium, c'était peut-être un peu complexe pour nous. Ensuite, dans les avantages, il y a du coaching qui est pris en charge par l'Union européenne. Là, en y mettant de l'énergie, grâce à la CCI, j'ai trouvé un coach de super haut niveau, quelqu'un qui a passé la fin de sa carrière à développer toutes les solutions de l'hôpital vers le suivi de patients à domicile. Donc vous comprenez que dans le contexte de notre produit, ça va être une mine d'informations. Donc j'ai hâte de démarrer ce coaching. Et puis donc c'est une subvention, donc effectivement les modalités sont intéressantes. C'est non dilutif, c'est une aide directe. En termes d'image, de label, de crédibilité aussi, chaque fois qu'on a utilisé ce mot financement, financé par la région, par l'État, financé par l'Europe, voilà, c'est chaque fois autant de critères qui sont des indicateurs forts pour les investisseurs. Et chaque fois, bien sûr, ils savent qu'il y a un filtre à l'entrée, et donc que le dossier a passé ce filtre, et donc ça nous aide à convaincre. Et puis les possibilités aussi de financement de 50% du contrat du prestataire qui nous a accompagnés. Donc on a choisi de ne pas y aller seul, de prendre une société de consulting qui nous a aidés dans l'élaboration de ce dossier. Ça ne veut pas dire qu'on met moins de temps, mais on est accompagné par des gens qui connaissent bien le décryptage. Mais j'y reviendrai, moi, sur les points de vigilance qu'il faut avoir. Et justement, lesquels sont-ils? D'abord, c'est le niveau d'exigence. Donc, vous avez vu, il faut avoir des notes élevées. Donc, avoir des notes élevées, je crois qu'on m'avait donné comme indicateur que lorsque nous sommes passés en novembre dernier, il y avait plus de 2000 entreprises européennes, et 150 ont été sélectionnés. Donc c'est l'ordre de 6-7% des dossiers qui sont pris. Et automatiquement, voilà, il faut rester humble, et puis se dire, voilà, on est passé peut-être de près, peut-être que celui qui était juste après, il ne l'a pas eu, mais il était très bon. Enfin voilà, donc il faut garder les pieds sur terre par rapport à tout ça. Mais il faut par contre partir guerrier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir avec l'intention de gagner. Il faut partir en se disant, ça va être quand même l'ascension d'une montagne. Même si le montant en jeu n'était pas très élevé, en fait, il n'y a pas une très grosse différence d'un dossier à l'autre. Il faut y mettre exactement la même passion et le même travail. Donc, premier point de vigilance que j'aurais, c'est de se dire, voilà, êtes-vous bien convaincu que vous pouvez gagner? Parce que sinon, ça va être beaucoup de boulot, et finalement, avec un risque un peu élevé. Et puis ensuite, le temps à consacrer au dossier. Donc, j'ai identifié d'abord le partenaire, puis il a fallu réaliser un contrat. Il y a ce coût à prendre en charge. Donc, ce coût, il peut être pris en charge, mais c'est un nouveau dossier de financement du prestataire auprès de BPI. Donc, on est reparti, on fait un dossier, on contacte d'autres personnes, on convainc, etc. Et puis, le dossier H2020 lui-même. Donc, sa constitution. Donc, nous avons travaillé depuis la fin du printemps de l'année dernière jusqu'à 6 mois. On s'est donné 6 mois parce que il faut quand même compter que les mois d'été, les consultants, ils sont là, ils sont pas là, ça dépend de la charge de travail, mais il faut prendre ça en compte. Donc nous, on a travaillé 6 mois en amont, et puis ensuite, il y a des échanges, donc on passe un certain nombre d'informations. Il faut qu'ils captent vraiment totalement qu'est-ce qui va faire de vous un dossier original et performant, et puis ensuite, il faut que eux vous donnent toutes les clés de qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans un dossier européen. Donc on a vu pas mal de ces clés aujourd'hui. Donc déjà, moi, ça aurait été un gain de temps que j'ai eu cette conférence en amont. Mais voilà, donc vous êtes maintenant aguerris avec toutes ces informations-là. C'est bien aussi d'avoir des gens qui pensent tout de suite dossier européen. Donc moi, ma recommandation, c'est effectivement de se faire accompagner. Et puis, les corrections aussi.
Figurez-vous que même ce dossier, le dernier week-end avant la remise, j'ai corrigé de l'anglais sur ce dossier, donc voilà, il faut y passer vraiment du temps et être précis. C'est-à-dire qu'il faut se mettre l'enjeu voilà, au niveau de l'exigence de ce dispositif. Voilà, et puis les jalons, les livrables, voilà, il faut suivre tout ça. Donc le rétro-planning, je vous ai dit donc on a commencé à travailler donc en juillet, à la fin du printemps, pardon, c'était donc deuxième trimestre de 2018. On l'a déposé le 7 novembre. Nous avons eu des informations que nous l'avions donc au mois de décembre. La contractualisation s'est faite en janvier et on a d'ailleurs eu un paiement en février. Alors ce que je dois vous dire moi sur mon expérience de l'Europe, c'est que tout passe en dématérialisé, en numérique, mais ils sont d'une ponctualité juste étonnante. Donc voilà, ça c'est par contre, voilà, c'est à un moment quand on a engrangé, on a coché toutes les cases, c'est long et il faut valider sa signature, il faut signer un contrat, il faut renvoyer une pièce, enfin c'est vraiment quand même très très administratif. Une fois qu'on a passé tout ce barrage-là, mais alors ça roule vraiment comme une horloge. Donc ça c'est intéressant. Et donc juste de manière, enfin juste pour aussi vous dire voilà ce que nous avions choisi de financer pour vous donner des idées ou bien simplement, enfin voilà à titre indicatif. Donc nous avons financé à travers cette subvention un aspect réglementaire et clinique, dont l'étude stratégique réglementaire, donc celle qui définit notre classe ou l'ensemble des classes et la stratégie réglementaire sur laquelle que l'on va définir ou qu'on va retenir. La stratégie clinique aussi pour le marquage CE. Là aussi, il y a pas mal de choses à découvrir. C'est un gros dossier pour nous. Le marché, l'étude. Donc j'ai fait faire une étude monde, quanti, quali, enfin surtout quanti sur notre produit. Une étude de market access qui est en cours. Et puis recherche identification de partenaires potentiels. Donc tout ça, ça peut être financé. Et puis ensuite, dans l'industrialisation, l'identification de partenaires industriels. Tout ceci donne lieu à un nouveau BP détaillé qui est dans la restitution. Donc ça, c'est un dossier qu'on doit livrer en fin. Donc c'est un livrable en fin de subvention. Donc ça sera mon travail du mois d'août. Voilà, je pense que je vous ai tout dit voilà, sur notre petite expérience européenne. Voilà. Merci pour votre attention.